La MRC de Charlevoix se penche sur différents dossiers qui ont une incidence directe sur la vie des citoyens de la région. Et j'en parle avec le préfet, Patrick Lavoie. Patrick, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons, pour commencer, du projet Niobé, les fameuses carottes qu'on est en train de retirer pour voir si le sol de Charlevoix possède des minéraux rares. Le président de l'entreprise Niobé, ou en tout cas son porte-parole, Jean-Sébastien David, a affirmé qu'on s'énervait un peu pour rien de tout de suite poser des questions d'acceptabilité sociale. Oui, il faut le dire comme il faut. On s'énervait pour rien parce que le projet, il n'y aura pas de décision avant plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est sûr que moi, de mon côté, ça vient juste me confirmer que, justement, en se faisant dire ça, il faut rester alerte dans ce dossier-là. Il faut continuer. On a fait un comité justement, là, avec Tourisme Charlevoix, la région de la Biosphère, la MRC de Charlevoix-Est et la mairesse de Saint-Urbain, pour justement rester vigilant dans ce dossier-là, être capable d'apporter de l'information à la population. Puis, quand j'ai des sorties comme ça qui arrivent, bien moi, ça me fait juste me dire que, justement, on parlait qu'il n'y avait pas d'histoire là-dessus, mais moi, je pense que l'histoire, on est en train de l'écrire présentement. Hein? Si on fait des sorties, puis que le chapitre s'écrit à mesure. Fait que si on veut faire partie de l'histoire, il faut participer à cette réflexion-là régionale. Ça met en évidence le rôle important de la MRC sur toute la question d'aménagement du territoire. Là, on parle d'une mine, mais il y a d'autres sujets également, notamment là, la question des aires protégées. Oui. Vous avez déposé un avis pour protéger des secteurs de Charlevoix. Vous l'avez déposé au ministère de l'Environnement. Quels secteurs sont privilégiés? Puis, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi cette démarche-là, d'établir des aires protégées? Bien, c'est une démarche gouvernementale qui est dans le plan Nature 2030, dans le fond. C'est une demande du gouvernement qui a été un appel qui a été lancé à la population ou les organismes, les citoyens peuvent déposer. Quelle aire devrions-nous protéger sur votre territoire? Oui. Puis les cibles, c'est de protéger un 30 du territoire québécois. Nous, dans Charlevoix, présentement, on a déjà 23 qui est en aire protégée. À différents niveaux, c'est vraiment des niveaux différents. Il y en a qui la protection est plus stricte, des fois c'est moins... il y a différents, comme je dis, paramètres là-dedans. Donc, nous, dans Charlevoix, on est là. Les demandes qui ont été protégées, si elles sont tous acceptées, mèneraient à un 33 de protection dans Charlevoix. Alors, qu'est-ce que vous avez suggéré comme aire protégée? C'est ça. Nous, on a reçu les demandes, dans le fond, les propositions qui ont été faites, et la MRC, dans tout le processus, avait à donner son aval, dans le fond, pour la pré-analyse. C'est pas qu'on... Là, on n'a pas déclaré tout de suite ces aires-là qui vont être protégées. C'est que là, on permet la pré-analyse de ça au niveau du ministère. Donc, vous avez dit au ministère, on aimerait que ces aires soient protégées en plus de celles qui le sont déjà. Exactement. Nous, on trouvait que ça faisait sens. On les a analysées au niveau de la MRC, au niveau du territoire qui était visé, parce qu'on parlait des hauts massifs, on parlait justement du TNO, lac Picoba, la forêt habitée du massif. Oui. Donc, c'est tous des territoires que la MRC avait déjà dans la planification de son aménagement, dans le fond, là, des aires qu'on vise pour le récréotourisme, puis qu'on veut assurer la pérennité à long terme. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est pour ça que ça allait dans le sens de la MRC. Puis là, la prochaine étape, le gouvernement va analyser vos demandes et le ministère de l'Environnement va faire une décision quant à quelle zone on devrait protéger en plus dans Charlevoix. Oui, puis il va y avoir une... dans le fond, eux autres, ça leur permet de procéder à l'analyse. Ils savent que la MRC donne son aval, ils vont faire l'analyse. Puis dans les prochaines étapes, c'est sûr qu'il va y avoir... on parle de... C'est un long processus, là. Je ne peux pas vous dire exactement la longueur exacte, mais je sais qu'en cours de route, il va y avoir certainement là, des consultations publiques aussi sur ça, là, puis dans le processus. Quand on protège une aire comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut plus développer cette aire-là? Il n'y a pas de développement qui est permis? C'est mis en réserve? Qu'est-ce que ça signifie, là, légalement, une aire protégée? Oui, bien c'est ça. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Il y a différents niveaux. Il y a des zones qui peuvent être... totalement restreinte à toute activité. Mais d'autres où le récréotourisme va être permis, mais où la foresterie ne le sera pas. Donc, c'est des genres de paramètres comme ça là, qui vont être appliqués. Puis après ça, bien, au-delà des zones, je sais que le gouvernement, il y a aussi des mesures de protection, merci, qui peuvent être appliquées sans que ce soit une zone de protection, une zone protégée, là, un aire protégée. Là, il peut y avoir des mesures qui vont favoriser, qui vont amener à la cible de 30 là. Donc, votre avis est déposé au ministère. Le processus est en cours, mais on ne sait pas au niveau du délai à quel moment là,
je dirais, un jugement va être rendu quant aux zones qui seront protégées? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, puis c'est une analyse qui est vraiment à long terme. Là. Nous autres, selon ce qu'on a eu du ministre Charette, là, justement, là, c'est quand même des délais là, qui sont... C'est plusieurs années de travail là, pour déclarer un aire protégé. C'est pas en une année. Et toujours sur la question d'aménagement du territoire, on l'a vu, là, vous avez les aires protégées, mais la MRC a également enfin pris position à ce qui a trait au développement des zones forestières. Et ça, c'est suite à l'an dernier, un peu plus loin même que l'an dernier, on se souvient que toute cette problématique du développement des zones forestières est arrivée avec la fameuse question du Géolagon, avec un méga projet. Vous aviez mis un moratoire sur le développement des zones forestières. On s'en va où, là, avec le développement des zones forestières? Oui. Bien, dans le fond, le règlement de contrôle intérimaire, le RCI, est toujours en vigueur. Au niveau de la MRC, on travaille encore, là, on est à finaliser tout ce qu'on veut amener comme changement au niveau du schéma d'aménagement. Et qu'est-ce que ce sera, ces changements-là? Bien, c'est ça. Là, je peux aller dans les grandes lignes parce qu'il n'y a rien d'officiel encore. On n'a pas adopté de résolution là-dessus. On n'a pas présenté notre énoncé d'intention. C'est ce qu'on veut faire au niveau de la MRC. Mais vous connaissez l'intention de la MRC quand même. Les grandes lignes sont pas mal tracées. Il reste des petites finalités, là, puis s'assurer que tout le monde est d'accord, puis officialiser la chose par résolution. Là. Ça, on ne peut pas... Je comprends que vous êtes dans le processus. On est dans le processus. Qu'est-ce que vous présentez comme position? Oui. Bien, dans les grandes lignes, c'est sûr qu'on visait toujours les projets de grande envergure là, qui auraient un impact sur le territoire. Ce qu'on vise, c'est toujours de permettre aux propriétaires terriens de pouvoir exploiter leur petite propriété privée, parce que c'est ça qu'on vise, sur les 4 territoires, Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain et les éboulements. Donc, c'est tout ça. Fait qu'il fallait réfléchir dans un projet d'ensemble pour toutes les municipalités. Puis toutes les décisions qu'on va prendre, bien, vont nous amener justement, là, parce que présentement, on est comme dans une zone, si on veut, un tampon. On a fait le RCI. On voulait agir rapidement sur les zones forestières de petite propriété privée, mais on a l'obligation, le gouvernement là, nous oblige là, dans les 3 prochaines années à revoir l'entièreté du schéma d'aménagement avec les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT. Donc, on doit revoir ça. Fait que là, ça va nous permettre une première réflexion qui agissait sur, on va dire, en lien avec le Géolagon. Puis après ça, bien, ça va nous amener aussi au prochain schéma d'aménagement. Bien là, est-ce qu'on réajuste d'autres éléments supplémentaires? Mais d'où vient la décision de limiter la grosseur des projets et puis de diminuer l'impact des projets sur les zones forestières, justement, qui sont développées? Ça vient de où, cette volonté-là, qui semble assez claire, là? Vous n'en voulez pas de gros projets dans les zones forestières, tout en permettant aux propriétaires de se développer. Ça vient de où, ça, cette décision-là? Ça venait de la volonté du Conseil des maires, premièrement. Ça vient aussi d'une consultation publique qu'on a faite, qui a été faite dans sur les zones forestières. Puis on a le pouls de la population là-dessus. On a quand même un rapport qui nous dit ça. On a des recommandations qui ont été faites. Tout ça n'est pas encore public, mais éventuellement, c'est sûr que quand notre énoncé d'intention va être fait, il y aura, moi je veux que ce soit en concordance avec les décisions qu'on prenne, soit en concordance avec le rapport qu'on a eu et les recommandations qui sont faites. Donc, c'est sûr que ça vient de là. Ça vient de la volonté politique et de la volonté de la population. Je pense que quand le Géolagon est arrivé, ce projet-là, ça a soulevé des émotions, ça a soulevé des discussions et l'acceptabilité sociale est arrivée à ce moment-là aussi. Ça a été soulevé, donc c'était la prémisse de tout ça. Alors, si je comprends bien, d'ici 3 ans, le schéma complet d'aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix va être revu. D'ici ce temps-là, on aurait eu des nouvelles sur les zones protégées. Vous aurez également adopté votre règlement en ce qui a trait aux zones forestières. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être visées dans le plan d'aménagement que vous devez faire? Bien, c'est sûr que là, comme on dit, il y a des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui vont venir influencer ce qui va être revu au niveau du schéma d'aménagement. C'est sûr que nous, notre volonté, c'est toujours d'avoir un peu plus de pouvoir. Si on veut en aménagement du territoire, on parle dans le secteur des mines, là, le projet de Niobé, bien, c'est tout ça. Là. On a un territoire, nous, on doit s'occuper au niveau du TNO, tout ça, mais on n'a pas toujours le pouvoir de décider qu'est-ce qui sera fait sur ce territoire-là. Donc, donc, on verra avec ces réflexions-là si la MRC pourra avoir plus de pouvoir ou plus de poigne, en tout cas, pour l'aménagement du territoire. C'est un désir de la MRC de Charlevoix, mais de plein d'autres MRC aussi, de toutes les MRC, je dirais, à travers le Québec. On parle de protection du territoire, mais on parle également, puis ça, c'est vraiment d'actualité, du fameux schéma de protection incendie dans la MRC. On attend un rapport. Oui. On attend pour quand, le rapport? Bien, le rapport est déposé.
Nous, il est déposé à la MRC. À l'interne? À l'interne. Okay. On a le comité de schéma de couverture incendie qui en a pris connaissance. Les maires en ont pris connaissance aussi. Ça aussi, c'est un travail qui est en élaboration. On a des rencontres avec le comité de schéma couverture incendie. On a la firme Icarium qui avait été mandatée pour faire ce rapport-là. Dans le but d'amener justement un regard extérieur. La coordination de Baie-Saint-Paul, à toutes les années, nous produisait pour les municipalités un rapport de notre MRC au niveau incendie. Là, Icarium, ça amène une lecture avec un regard différent, un regard extérieur sur la situation. On s'en va vers un service d'incendie régional? Est-ce qu'on s'en va vers ça? On s'en va vers... C'est sûr qu'il n'y aura pas de... Pour moi, le statu quo n'est pas une possibilité présentement. Ça soulève justement, là, avec Icarium, on a amené d'autres, comme je disais, une lecture différente. Ça amène aussi des nuances puis des possibilités. Son but à Icarium, c'est de nous amener justement des solutions. Bien là, les solutions, c'est justement, on est là-dedans, on est à réfléchir avec lui aux différentes solutions. Parce qu'il y a des enjeux, puis il y a des clochers, il y a des guerres de clochers aussi là-dedans. Là. Il y a des services incendies bien établis qui vont... Bon, on n'est pas convaincu que tout le monde veut travailler sur une base régionale présentement. Bien, c'est sûr que ça c'est là présentement. Est-ce que moi, je pense qu'il va falloir que ça fasse partie justement des éléments qui sont à considérer et qui vont être à changer. Mais au-delà de tout ça, puis de ce qui sera amené comme solution, puis parce que là, le comité de schéma de couverture incendie a les recommandations. On va avoir aussi des propositions qui vont arriver, les moyens d'action. Puis après ça va être présenté au Conseil des maires. C'est vraiment le Conseil des maires qui va décider des actions qui vont être prises. Est-ce que ça nous mènera vers une régionalisation, un regroupement ou seulement une coordination qui est faite de façon différente? Ça, tout est sur la table. Puis je pense que toutes les solutions peuvent être bonnes. Est-ce qu'on peut rêver à une couverture incendie sur 100 du territoire de Charlevoix? C'est vaste. Bien, c'est sûr que le modèle est à explorer, le modèle est à voir parce qu'on parle de schéma de couverture incendie, mais on parle aussi de sécurité civile. Parce qu'il y a une loi qui s'en vient aussi au niveau de un projet de loi sur la sécurité civile. Puis quand on regarde toutes les obligations qui sont là-dedans, on ne peut pas, moi comme municipalité, comme maire de Saint-Hilaire, si je me place comme maire, municipalité, je ne pourrais pas rencontrer toutes les obligations qui sont là-dedans. Alors, il y a nécessairement un travail commun qui va avoir à faire, puis la réflexion fait partie de tout ça. Mais on comprend que le gouvernement vous pousse à rationaliser et puis à rassembler vos services pour être capable d'atteindre les niveaux qui sont souhaités. Parce que c'est un peu trop demandé à une ville comme Saint-Hilarion, toutes les nouvelles réglementations en ce qui a trait à la sécurité civile puis la sécurité incendie. Vous n'avez pas les moyens de vous payer ça. Bien, il y a une question de moyens, c'est sûr, mais quand on regarde ça rationnellement aussi, que je regarde ça, là, moi, de mon côté, là, moi, je vois ça sur deux angles. Premièrement, il y a le service à la population. Oui, il y a les lois qui sont là, la sécurité civile, incendie. On doit assurer un service à la population. Ça, c'est indéniable. Ça fait partie de vos responsabilités. Ça fait partie de nos responsabilités. Oui. Puis comme employeur, bien, on a aussi la responsabilité d'assurer la sécurité de nos pompiers. Donc, c'est tout ça, là, cette analyse là, en lumière, là, tout justement là, le besoin de répondre aux services puis d'assurer la sécurité de nos pompiers parce que quand on pourra... Ça vient... Quand je dis assurer la sécurité de nos pompiers, c'est qu'il faut les former. On peut plus, là, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, à plein d'endroits au Québec, puis les accidents qu'il y a eu, on ne peut plus envoyer nos pompiers dans n'importe quelle condition. Puis il faut, comme employeur, on l'a bien vécu ici avec les inondations. Là. On l'a vécu ici avec les inondations. Donc, il faut vraiment mettre ça, prendre conscience de ça. Puis une fois qu'on a pris conscience de ça, bien là, c'est là qu'il faut se dire, tout seul, je ne serais pas capable. Fait qu'il faut réfléchir ensemble, il faut mettre la structure ensemble. Puis là, quelle structure? Ça va se décider en 2025, ça? Oui. Nous, notre objectif, là, c'est que moi, mon objectif, parce que c'est ce que j'ai sorti dans les médias aussi, c'est qu'au printemps 2025, là, on va déposer là, la décision en schéma couverture incendie pour la MRC de Charlevoix, donc mai-juin, dans ce coin-là. À suivre. En terminant, 1,2 million pour de l'habitation.
Oui. Quel genre d'habitation, puis pourquoi la MRC s'en mêle d'habitation tout à coup? C'est Oui. pas dans votre champ de compétences au départ? Ouais. C'est pas dans notre champ de compétences, mais en même temps, on est quand même bien au fait des problématiques. Hein? On est toujours là-dedans. Alors, à quoi servira le 1,2 million que vous oui. avez mis de côté pour l'habitation? Bien, nous, on agit surtout au niveau du logement abordable et du logement social. Donc, c'est sûr que on avait des projets qui étaient déjà sur la table. Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière, qui avait développé des concepts de logement abordable. Fait que là, on croyait pertinent et important, justement, là, de dégager des sommes là, pour soutenir ces projets-là. Donc, c'est 1,2 million qui vient du Fonds éolien Fonds éolien de développement économique. D'accord. Pour de la MRC. Donc, il n'y a pas c'est pas une cote-part qui est prise. Et là, les municipalités vont pouvoir poser leur candidature pour recevoir des fonds? Comment? On l'a réfléchi pour que ça soit équitable et que chaque municipalité puisse déposer et avoir accès à 200 000 dans le fond. Là. C'est un maximum 200 000? C'est un maximum 200 000. Par municipalité ou par projet? Par municipalité. Par municipalité? Oui, par municipalité. Si une municipalité a différents projets, bien, le 200 000 peut être divisé dans 2 projets, dans 3 projets, dépendamment. Là, et le prérequis, c'est que ça soit vraiment un programme d'habitation abordable, d'habitation sociale? Habitation, logement social, logement abordable. C'est dans cette catégorie-là, il faut que ça se situe. Donc, c'est assez large quand même. Là. Oui, c'est assez large. Puis, il y a différents critères. Par exemple, si c'est un bâtiment qui est complètement en logement abordable, logement social, bien, nécessairement, il va être tout le montant, le 200 000 va être admissible sur l'entièreté du bâtiment. Mais si, par exemple, c'est un 40 logements, puis qu'il y a 10 logements, bien là, on fait au prorata, il y a 10 logements en habitation abordable, logement social, donc on applique ça. Et il y a un maximum de financement par projet également. Bien, le montant maximum, c'est 200 000 ou 5 des coûts admissibles. Patrick Lavoie, beaucoup de sujets en route pour 2025. Vous vous représentez aux prochaines élections? Oui, je me représente aux prochaines élections. Alors, on aura le plaisir d'en reparler au courant des prochaines années. Parfait. D'ici là, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci. Baie-Saint-Paul a tenu son avant-dernier conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 9 décembre dernier. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil municipal de Baie-Saint-Paul, séance du mois de décembre, donc notre dernière séance du conseil. Rencontré suite au conseil de ville, le maire a commenté une controverse récente qui a démarré sur les réseaux sociaux. Au cours des 2 dernières semaines, l'administration municipale s'est faite critiquer en raison de contraventions de stationnement qui ont été émises dans les rues de la ville durant la nuit. Certains citoyens ont indiqué que l'interdiction de stationnement ne devrait être appliquée que durant les nuits de bordée de neige. Le maire a affirmé avoir entendu les citoyens à cet égard. C'est une question d'application et toutes les municipalités de Charlevoix détiennent ce type de règlement. Hein. Les gens, que ce soit à la Malbaie, à Clermont, c'est pas un nouveau règlement non plus. Le règlement a été adopté en 2000. On est quand même sensible à la critique. On s'est assis ce matin, on a regardé qu'est-ce qui pouvait être fait. Donc, le règlement est toujours en vigueur. Donc, interdiction de se stationner dans les rues de Baie-Saint-Paul de novembre à avril lors de la période de nuit. Cependant, on a eu des discussions avec la Sûreté du Québec et c'est nos employés des travaux publics qui vont téléphoner la Sûreté du Québec lorsqu'il y a des situations problématiques. Par exemple, un tel véhicule qui obstrue la voie publique à tel endroit, le déneigeur pourra contacter la Sûreté du Québec pour dire « Je ne suis pas capable d'effectuer l'opération de déneigement ». Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec iront le donner des contraventions sur place. Mais si on est lors d'une soirée qui ne neige pas, donc les gens peuvent sans problème continuer de se stationner dans les rues. Et évidemment, lors de la période des fêtes, il y aura une tolérance encore plus marquée pour qu'on puisse favoriser les déplacements chez les gens pour les parties de la nouvelle année ou encore de Noël. Parce que c'était pas le cas avant. Là. C'était un règlement qui était comme uniforme à toutes les nuitées. Bien, le règlement était en place. C'est sûr que je vous dirais que c'était plus ou moins appliqué. Et là, dans les dernières semaines, on a eu des policiers qui ont décidé de l'appliquer plus davantage. Mais j'ai vu quand même certaines photos de la Sûreté du Québec où il y avait des véhicules qui obstruaient réellement les déneigeurs. Donc, les gens sont les premiers à demander à la Ville de bien déneiger la chaussée. Sinon, on a droit à des statuts sur Facebook. On a droit, sinon, à des appels à la Ville pour nous dire « c'est mal déneigé, on paie des taxes ». Donc, on se doit de déneiger, mais en contrepartie, on a demandé quand même une clémence à la Sûreté du Québec pour que, lorsqu'il y a des constats qui sont donnés, bien, que ce soit vraiment la Ville qui demande à la Sûreté du Québec de venir intervenir puisque nous sommes là en situation de déneigement.
Michael Pilote a également glissé quelques mots sur le marché de Noël de Baie-Saint-Paul qui s'est conclu le dimanche 8 décembre dernier. Il a indiqué entendre les réactions mitigées de certains commerçants quant au succès de l'événement. Je pense qu'il est encore tôt pour faire le bilan. On est vraiment au lendemain de la conclusion du marché de Noël. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde? La réponse est non. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des commentaires positifs aussi. Il faut noter que dans la plupart des marchés de Noël au Québec, cette année, on note une baisse d'achalandage. Les gens, c'est difficile au niveau économique, donc les gens se gardent l'argent aussi pour Noël, les gens pour manger, tout ça. Donc, je ne suis pas surpris nécessairement de ce constat. On va sonder également en collaboration avec l'Association des gens d'affaires, les commerçants qui étaient là. Il y a les citoyens aussi à sonder, il y a les touristes, donc il y a plusieurs personnes à sonder. Mais je crois encore que ça a été là, une bonne façon là, de cette année là, de retourner sur Saint-Jean-Baptiste. Mais comme je vous dis, on fera un bilan là, plus exhaustif là, dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on est quand même satisfait là, de l'édition qui a eu lieu et du travail de l'Association des gens d'affaires. Concernant l'annonce de construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées sur le territoire municipal, le maire admet que les capacités de pompage de la ville sont actuellement saturées. Cela justifierait des investissements pour cette nouvelle infrastructure. Bien, la ville de Baie-Saint-Paul s'est développée quand même là, de façon phénoménale au courant des dernières années. Il y a eu de très beaux développements. On pense à l'hôpital, on pense au secteur des moissons, là, sur la rue Alfred-Morin, tout cela. C'est clair que ça a des impacts au niveau là, des capacités de pompage des eaux usées, donc les égouts au niveau de la ville, bien qu'on a mis en place des mesures telles que l'ajout de dégrilleurs, vidanger les boues là, plus fréquemment. Si on veut être en mesure de répondre aux normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour continuer le développement de la ville, on se doit d'avoir une usine de traitement des eaux. Et c'est quand même assez onéreux, ce type de projet. On parle entre 9 et 16 millions et on est à débuter les premières étapes là, pour l'appel des professionnels pour débuter l'élaboration des plans et devis. On ne sait pas où ça prendra place. Pour l'instant, on précisera le tout là, dans les prochaines semaines, mais première étape d'appel d'offres pour professionnels, plans et devis et c'est subventionné à 85 % pour la première étape du moins. La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 16 décembre 2024 pour l'adoption du budget municipal. Il y a plusieurs projets d'aménagement qui ont lieu en ce moment dans Charlevoix et le comité touristique Cratère et Marée est en train de se positionner. On reçoit aujourd'hui l'agente de développement, Mme Dominique Bernier. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit rappel de qu'est-ce que le comité touristique Cratère et Marée? Oui, Cratère et Marée, en fait, c'est un comité touristique qui existe depuis 2007. Ça regroupe, en fait, c'est la branche un peu touristique. On est en lien avec les municipalités des éboulements, Sainte-Irénée, Saint-Joseph-la-Rive. Donc, la branche touristique, vraiment pour développer le secteur au niveau des attraits, au niveau de la consolidation de l'écosystème, pour créer vraiment quelque chose d'harmonieux et de durable là, dans le secteur, mais vraiment au niveau touristique. Vous avez déposé récemment une candidature pour la baie de Sainte-Irénée au concours des plus belles baies du monde. Oui. En quoi ça consiste? Les plus belles baies du monde, en fait, c'est super le fun comme projet. C'est une quarantaine de pays. C'est comme une espèce de consortium recouvrant une quarantaine de pays, les plus belles baies du monde. C'est un club select. Hein? C'est un club select avec des critères très, très spécifiques au niveau du développement durable, de la préservation des écosystèmes et tout ça. Donc, on pouvait proposer une candidature. On a décidé, on a Guy Rousset, en fait, qui est le coprésident de notre CA au comité touristique Cratère et Marée, qui fait partie, je crois qu'il est dans l'exécutif, en fait, du consortium des plus belles baies du monde. Il s'est dit, pourquoi pas, on pourrait peut-être déposer la baie de Sainte-Irénée. On a fait une capsule. On a notre conseiller à la municipalité de Sainte-Irénée, Sylvain Duquet, qui s'est rendu à Dakhla au Maroc, déposé la candidature avec une belle capsule vidéo de présentation. Et on a été nominés. Les prochaines étapes, c'est au mois de mai. Ils vont venir voir si tout ce qu'on a dit, c'est vrai au niveau de la préservation de l'écosystème, au niveau de la beauté de la chose. Ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer. Pour faire rentrer la baie de Sainte-Irénée dans ce concours-là, en fait, ça serait une des premières au Canada, là. Au Canada, il y a déjà Tadoussac et Baie des Chaleurs, qui sont déjà des baies renommées. D'ailleurs, en 2025, en septembre 2025, un congrès international qui se déplace dans chaque pays à chaque année. En 2025, ça va être ici, là, à Tadoussac. Donc, il y a environ 200 individus qui vont venir de tous les pays, qui vont se rendre, en fait, qui vont arriver à Québec, qui vont se rendre à Tadoussac. Donc, on va les faire traverser sur notre secteur et les faire découvrir un peu de la beauté de notre chose, parce que c'est là qu'on va être proclamé, si tout va bien, là,
faire partie du grand réseau des plus belles baies du monde. Qu'est-ce que ça apporte, outre ce label-là, en quelque sorte? Qu'est-ce que ça apporte comme reconnaissance, comme retombée? Bien, au niveau local, bien, c'est une fierté, en fait, locale, d'avoir une des plus belles baies du monde à Sainte-Irénée. On veut vraiment le positionner comme une fierté locale pour les résidents, pour notre secteur, vraiment. Au niveau régional et national, bien, vraiment, Tourisme Charlevoix va pouvoir nous aider à faire du pouce là-dessus, au niveau de la relation de presse et tout. Ça va faire comme un levier de communication, vraiment, pour se positionner au niveau plus large. Au niveau même international, nous, on n'œuvre pas au niveau international, mais Tourisme Charlevoix va être en mesure d'œuvrer au niveau international, en fait, pour nous donner une visibilité supplémentaire. Puis, on vraiment se positionne à travers plein d'autres baies de 42 pays dans le monde. Donc, ça va faire comme un attrait touristique supplémentaire là, pour notre secteur. On en est bien fiers. Parlant de visibilité, vous êtes aussi sorti dans les médias concernant l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Pourquoi c'est important pour le comité touristique de soutenir ce projet-là? C'est un beau projet. Puis quand on en a entendu parler, en fait, dans les médias, et je s'est informé un petit peu et tout, puis là, j'ai vu, en fait, sur le site qu'il y avait une possibilité de dépôt de mémoire pour les organismes. On pouvait aussi faire un espèce de petit questionnaire individuel. Il y avait une possibilité de dépôt de mémoire. Le secteur, en fait, du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, présentement, il arrête à Saint-Fidèle. Il couvre jusqu'à sur la Côte-Nord, puis le Saguenay. Le fjord du Saguenay. Là, maintenant, il va s'étirer de Saint-Fidèle jusqu'à Baie-Saint-Paul. Ça couvre presque tout notre secteur. Là. Nous, c'est Saint-Irénée, les Éboulements, Saint-Joseph-la-Rive. Donc, c'est vraiment comme partie prenante de notre secteur à nous. Donc, jamais pourquoi pas. Ça s'inscrivait dans votre mission? Ça s'inscrit dans notre mission, vraiment. Ça va devenir un attrait touristique supplémentaire. Nous, c'est préserver, valoriser le fleuve. Donc, on se dit, ben wow, pourquoi pas en profiter? Donc, j'ai dit, ben on va écrire en mémoire. Fait que j'ai proposé quelque chose avec il y a plusieurs critères, là, vraiment, au niveau touristique, développement durable, préservation des écosystèmes. Préservation de la pêche à la fascine. Préservation de la pêche à la fascine, avec Julie de Pêcherie Charlevoix, qui est comme un attrait, c'est un patrimoine naturel, vraiment comme, qui fait partie de notre ADN, en fait, à Sainte-Irénée puis dans le secteur. Donc, vraiment, en préservant en fait, le littoral et le fleuve et l'écosystème, bien, ça va aussi préserver en fait, ce volet-là de culture qui nous est propre à Charlevoix, à Sainte-Irénée, mais aussi à celui de l'île aux Coudres. Donc, c'est quelque chose de super intéressant pour nous de se positionner là-dessus au niveau touristique. Dans cette même optique, vous avez appuyé le sentier de la Rive. Donc, on se rend compte, là, dans les dernières semaines, que vous êtes sortis beaucoup pour annoncer vos couleurs, annoncer votre position sur ces projets-là. Est-ce que vous vous qualifieriez d'un groupe de pression, en quelque sorte? Êtes-vous un lobby? Non. Bien non, en fait, là, c'est comme je disais à d'autres, là, présentement, le comité touristique Cratère-Aimée, ça fait longtemps, en fait, qu'on œuvre de façon discrète, là, mais peut-être pas, mais c'est vraiment, on est dans tous les projets du secteur. En fait, on est déjà partie prenante pas mal de l'écosystème, sauf que ça se fait un peu dans les coulisses. Là, votre éventail s'ouvre. Bien, l'éventail s'ouvre. Il était déjà très grand. Là, j'ai le temps présentement de me positionner, de nous faire rayonner. En fait, on rentre en planification stratégique là, pour 2025-2028. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai commencé à penser planification stratégique. Oui, c'est important de se positionner auprès des visiteurs qui vont venir, d'attirer des nouveaux visiteurs. Mais ça va être aussi important de se positionner auprès de notre propre écosystème régional. Donc, de se faire connaître, de devenir une partie prenante, de développer notre leadership dans le réseau. Oui. Donc, c'est vraiment par là, que je commence, en fait, un petit peu mon lobbying, là, de se faire plus connaître. On a vraiment des beaux projets porteurs. Oui. Bien, faisons-les rayonner pour être en mesure de se positionner. Outre les soutiens que vous apportez publiquement, est-ce que vous avez des finances pour soutenir financièrement des projets? Bien, plus ou moins. Oui, on peut soutenir financièrement des projets. On l'a fait avec Espace La Rive. Espace de la Rive. On a injecté des dollars pour démarrer Espace La Rive il y a 3 ans. Maintenant, l'OBNL, au début, c'était Cratère et Marie vraiment qui ont démarré cette OBNL-là, avec mon ancienne collègue Rebecca Blot, qui était vraiment là-dedans, qui est rendue travailler aux éboulements. C'est Cratère et Marie, en fait, qui a démarré le projet. Ça, c'est maintenant, il y a une nouvelle OBNL qui s'est créée pour gérer ce projet-là. On fait encore partie, on est comme un petit peu les frères et sœurs, là, vraiment, au niveau de la gestion. Puis, on le fait pour ce projet-là. Mais on n'a pas vraiment... Nous, on n'est pas au niveau financier. On est vraiment plus au niveau moral, l'aide de soutien. Développement touristique. Oui. Ça m'amène à la question... Vous travaillez, en fait, sur le territoire de 2 MRC. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'entités ou d'organismes qui font ça. Qui peuvent Oui, c'est ça, qui peuvent se vanter de travailler à la fois dans l'Ouest, à la fois dans l'Est. Tourisme Charlevoix le fait.
font de la promotion touristique à la grandeur de la région de Charlevoix. Oui. Est-ce que vous venez pas un peu jouer dans les mêmes plates-bandes? On est le petit frère de Tourisme Charlevoix. Tourisme Charlevoix, il est vraiment au niveau régional, visibilité nationale et visibilité internationale. Oui. Nous, on est vraiment pour représenter le secteur. Donc, on travaille beaucoup avec Tourisme Charlevoix. On travaille, tu sais, c'est comme... La relation est bonne. On est financé même par Tourisme Charlevoix. Ils nous donnent des sous à chaque année pour être capable de développer notre secteur. On œuvre plus au niveau local et régional. On démarre des initiatives qui viennent, en fait, nourrir un peu, après ça, pour Tourisme Charlevoix, pour qu'ils puissent, eux, nous faire rayonner à travers plus large, là, vraiment. On travaille avec eux, on fait de la publicité avec eux, tous les plans nationaux, c'est avec eux qu'on les fait. On a des sous qui viennent d'eux à chaque année. Donc, vraiment, on travaille vraiment en collaboration avec Tourisme Charlevoix, en fait. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2025 en terminant? Il y a encore plein de nouvelles choses qui s'en viennent. Je ne peux pas tout dévoiler encore parce qu'on est encore en train de planifier tout ça, mais des beaux projets. La promenade des bains, en fait, qu'on a développé cette année. En fait, on a développé la promenade des bains cette année. On va pouvoir vraiment la faire rayonner de plus en plus l'année prochaine. Ensuite de ça, la pêche à la fascine, on a peut-être des projets avec Julie là, pour voir comment on pourrait le développer. D'autres projets, en fait, avec la planification stratégique qu'on va avoir, vont pouvoir nous aligner vers d'autres opportunités. Oui. Fait que j'ai bien hâte. On suit les nouvelles sur les réseaux sociaux. Vraiment. Oui. Merci, Dominique, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Mathieu, de m'avoir invité. Tout au long de la saison, j'ai eu le plaisir d'accueillir des élus pour faire avec eux le bilan de la situation dans leur communauté. Et pour terminer, cette année, fait plaisir d'accueillir notre députée fédérale, Caroline Desbiens, pour faire le tour des dossiers. Caroline, bonjour. Bonjour, M. Ouellette. Caroline, tout d'abord, on apprend à l'instant que le conflit de Poste Canada va faire l'objet d'une loi spéciale. Quand il y a conflit, M. Ouellette, il y a toujours des perdants. Quand c'est pas réglé de façon négociée, avec une entente qui convient de part et d'autre, avec certains compromis. Mais ces temps-ci, les perdants, c'était les citoyens quand même. Oui, ça causait beaucoup de difficultés, évidemment, la grève. Évidemment, les citoyens, les PME en particulier, Oui. et ça agitait énormément d'inquiétudes, et avec raison. Dans les faits, là où on peut déplorer la situation, c'est qu'il y a peut-être eu un manque au niveau de l'effort de négociation. Donc, nous autres, on trouve ça toujours triste et on déplore toujours lorsqu'on fait face à des ententes qui sont non négociées. Oui. Parce que là, c'est les travailleurs qui perdent Qui se font imposer leurs conditions parce qu'on s'en va vers une loi spéciale. On verra. On analysera tout ça. OK, on ne sait pas encore si le Bloc va être pour ou contre la loi spéciale à ce moment-ci. C'est trop récent au moment où on se parle. Peut-être qu'on va avoir d'autres détails. Et écoutez, ça fait 3 minutes qu'on le sait, donc on verra bien ce que ça donne, mais on va être à l'écoute, évidemment, pour faire en sorte que le droit légitime des travailleurs soit toujours mis en priorité, évidemment. C'est sûr qu'une grève n'a pas de poids si elle n'a pas des impacts importants. Donc, on comprend bien tout ce mécanisme, mais on déplore toujours le fait qu'il n'y a pas eu d'entente négociée. Autre dossier dont on a beaucoup parlé et dont on va parler encore, c'est la fameuse exemption de la TPS et les chèques de 250 $ qui devraient être acheminés aux citoyens. C'est quoi la position du Bloc sur ces La position dossiers-là? du Bloc a été de voter contre cette perspective parce que ça n'a comme pas d'allure. D'abord, c'est dépenser énormément d'argent. Il n'y a pas personne qui n'a pas compris que c'était pas pour acheter des votes. Mais acheter des votes avec l'argent public, ça commence à être correct là, dans la situation actuelle. Mais est-ce que vos contribuables ne vont pas être contents de recevoir un chèque de 250 $? Écoute, ce qu'on entend sur le terrain, là, c'est ouais. que quand on a le goût d'aller s'acheter quelque chose comme ça, un bien comme ça, c'est pas le 5 % qui va faire une différence dans notre décision. Et de l'autre côté, ce qu'on entend des PME et des entreprises, c'est que c'est très complexe de reprogrammer leur machine, leur caisse et leur machine ordinateur, et qu'il va falloir remeler dans 2 mois, et qu'il va falloir ajouter de la complexité au rapport d'impôt. Et c'est pas tous les éléments qui sont exemptés non plus. Non, alors il faut faire l'inventaire de ce qui est en bas de 7 % en haut de 7 %. C'est un bordel. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots. Mais le chèque de 250, lui? Bien, écoutez, le chèque de 250 donnait, dans les faits, donne le droit, une fois les déductions, parce que c'est sur le revenu net, donnait le droit à certains députés fédéraux d'avoir un chèque. Ça n'a pas de bon sens. Alors qu'il y a tant de gens qui ont des vrais besoins, des familles monoparentales, des gens, des aînés qui sont seuls pour payer un loyer, payer de l'épicerie. Et ça, en plus, ça retirait le droit aux aînés de l'avoir. Alors, ça dépassait tout entendement. Pour nous, c'était complètement illogique. Ils vont, bien évidemment, le NPD les couvre. Mais on a voté avec les conservateurs dans cette optique-là. Contre les dispositions du gouvernement qui sont de toute évidence un mécanisme d'achat de vote
Et c'est d'autant plus odieux qu'on dépense l'argent des contribuables pour essayer de séduire la population en vue d'une année électorale. Alors là, loi spéciale sur les postes, Ouais. On arrive avec la TPS puis les chèques, ça ne fonctionne pas non plus, ils sont appuyés par le NPD. Mais il y a une autre chose. La Chambre, on dit que la Chambre est bloquée depuis 2 mois par une action des conservateurs. Pouvez-vous nous expliquer, là, dans quel marasme on est, là, Bien, présentement, à Ottawa? ça émerge du comité parlementaire qui étudie en ce moment le fonds vert, un fonds vert. Et dans ces documents-là, Oui. il y a des grands passages caviardés. Donc, Caviardé, ça veut dire on a barré pour qu'on ne puisse pas les lire. Pour qu'on puisse pas les lire. Alors, le gouvernement dit, on protège l'identité de certaines personnes, on n'a pas le choix d'aller dans cette confidentialité-là, mais à l'intérieur du comité parlementaire, qui pourrait être tenu à huis clos au besoin, là, on défend qu'il faudrait avoir l'heure juste et avoir les vrais documents complets. la vraie version. Donc, dans les faits, fondamentalement, l'exercice est noble. Mais ce qu'on apprend par la suite, c'est que la GRC qui enquête sur ça n'a même pas besoin de savoir ça pour tirer ses conclusions. Mais... Donc, on étire beaucoup à la Chambre des communes. Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour tout bloquer, finalement? Bien, pour tout bloquer et dire que le gouvernement ne fonctionne pas. Mais en ce moment, ce qu'on entend, c'est les deux partis qui se disputent le pouvoir. Un qui utilise les procédures pour paralyser le gouvernement puis dire que le gouvernement n'est pas bon. Ça, c'est les conservateurs. Puis l'autre qui dit qu'il ne veut pas donner ces documents-là pour protéger des gens, mais dans les faits, pourrait les donner parce que la GRC dit qu'il n'y a pas de problème. Mais le Bloc fait quoi? C'est le jambon dans la sandwich? Ben non. On est surtout, comme d'habitude, c'est devenu notre étiquette, les responsables dans la pièce, et on essaie de convaincre de part et d'autre les partis de se raisonner puis de faire avancer les dossiers. Parce que nous, au Bloc, on siège souvent à la vice-présidente de certains comités qui doivent avancer. Ouais. Les citoyens attendent des résultats. Il y a des choses très ambiguës qui sont sur le bord d'être réglées, comme la gestion de l'offre, comme le soutien aux aînés, où on veut rétablir le pouvoir d'achat des aînés. Mais sur ces deux dossiers-là, on a vraiment la conviction que le gouvernement n'appuiera pas les projets de loi. Bien, la gestion de l'offre, écoutez, c'est étiré dans le temps. Mais dans les faits, tout le monde s'entend pour protéger. Vous pensez que vous allez l'avoir? La part de marché. Ce projet de loi privé devrait passer. On le pense sincèrement. Et plus on avance dans le temps, plus les deux sénateurs ont l'air fous. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Mais donc, et ça discrédite aussi le Sénat à un certain moment. Donc, quand l'ensemble des élus, démocratiquement élus, choisissent une option et qu'il y a 2 sénateurs sur l'ensemble de l'œuvre qui bloquent ça fait mal paraître le Sénat. Donc, ça ne peut pas durer éternellement. Et on sent bien que sur le terrain, il n'y a pas personne qui veut se mouiller à dire qu'ils n'appuieront pas surtout dans le contexte où c'est Trump, M. Trump qui est élu, et les menaces qu'il invoque. Il faut absolument protéger la gestion de l'offre. Les producteurs laitiers, c'est 50% des productions laitières au Canada qui sont au Québec et qui ont déjà cédé une part de marché dans les accords passés. Donc, on veut protéger ça, on veut protéger la volaille, on veut protéger les œufs. Pensez-vous que vous allez réussir? On est très, très, très confiants. C'est quoi la position du Bloc depuis l'arrivée de Donald Trump? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre attitude à Ottawa? Est-ce que ça a changé des choses pour le Bloc? Ça a justifié qu'on était sur le bon picot avec la gestion de l'offre. Ça, c'est une chose. Oui. Parce qu'on a vu ça venir, puis on s'est dit, de toute évidence, que ce soit de toute façon un ou l'autre des gouvernements républicains ou démocrates, il y aura un avantage certain à protéger une part de notre agriculture qui est évidemment qui a une productivité importante et qui assure l'alimentaire et un paquet d'autres affaires. Donc, on était sur le bon picot. Maintenant, l'arrivée de M. Trump... On arrive avec des tarifs douaniers qui sont des menaces. C'est vraiment le cas? Il y a des menaces qui ont été déposées? Et ça fait longtemps également qu'on dit au gouvernement de resserrer les frontières, d'améliorer les services frontaliers, d'investir dans les bons secteurs, au lieu de laisser passer tout le monde presque de façon Vous parlez de l'immigration, organisée, de faciliter une espèce les passeurs qui font énormément d'argent sur le dos de gens fragiles qui sont en quête d'une terre d'accueil. Il y a vraiment des choses épouvantables qui se passent et ça fait plusieurs mois, voire ça se compte en années, qu'on est debout à la Chambre des communes et qu'on insiste, je ne sais plus comment, on a posé de questions là-dessus. Savez-vous, en cette fin d'année, le portrait que vous dressez d'Ottawa n'est pas très drôle. Non, hein? il n'est pas très drôle. On dirait qu'il n'y a rien qui marche. Non, puis tu regardes un camp puis l'autre, puis tu te dis,
Les Canadiens ne sont pas chanceux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de troisième option. Au Québec, on a une troisième option. Justement, c'est la nôtre. Parlons de ce qui se passe dans la circonscription. Moi, j'aimerais d'abord savoir les dossiers d'immigration dans votre bureau de comté. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que ça se bouscule? C'est quoi les problèmes que vous rencontrez ou les problématiques que vous devez régler sur les dossiers d'immigration? C'est souvent une question de lenteur des services de l'IRCC. On a dernièrement... La lenteur, la complexité. Moi, j'ai découvert très tôt en arrivant en 2019 avec une famille qui avait des problématiques. J'ai découvert très tôt que lorsqu'un dossier d'immigration est déposé au gouvernement, il y a un agent qui le traite. Il fait son petit bout, après ça, il passe à un autre. Qui fait lui son petit bout, passe à un autre. Fait que dans le parcours, avec l'interprétation humaine qui est tout à fait normale, on échappe une interprétation. Quelqu'un a interprété la loi autrement. Quel rôle joue votre bureau à partir de ce moment-là? De démêler tout ça. OK. De démêler tout ça. Il y a beaucoup de dossiers? Bien, on en a pas mal. Et j'avoue qu'on fait une différence. À chaque année, près de Noël, là, entre autres, on arrive toujours avec un petit cadeau de Noël. Un petit miracle, un peu. Cette année, c'est la famille Rochefort-Lavoie. Ouais. Et comme par hasard, le mardi, on a rencontré le bureau de M. Miller. Et le mercredi, il y avait une très bonne nouvelle pour eux. Donc, on sent que... On commence à avoir une réputation qui fait en sorte que lorsqu'on se mêle d'un dossier, ça fait redresser le gouvernement, ça fait redresser les fonctionnaires parce qu'ils disent « Oh, le bloc s'en vient, il faut s'occuper de ce dossier-là. » Et c'est très bon pour les gens parce que c'est eux qui sont gagnants. Vous êtes mêlé du dossier des inondations. Oui. Ça avance-tu? Bien, écoutez... Le chèque d'Ottawa, il est-il arrivé? Le chèque est supposément arrivé et c'est là qu'on voit de toute évidence que le dédoublement des paliers de gouvernement, ça finit par paralyser les exercices, prendre en otage des gens qui attendent vraiment après ça, comme on le voit pour les inondations. C'est quand même dramatique quand on voit ça. Et la problématique est là. C'est qu'à un moment donné, avoir 2 paliers de gouvernement, avoir le fédéral qui se mêle des compétences du provincial, le provincial qui essaie de dire « mêle-toi pas de ça », puis au travers de ça, des tas de critères puis des chevauchements, ça finit par faire payer le contribuable. Et ça, c'est triste. Et c'est pas facile pour vous non plus de démêler les dossiers. Par exemple, si on parlait du train de Charlevoix, qui est dans l'actualité chez nous, le fédéral a-t-il un rôle à jouer là-dedans? Pourriez-vous jouer un rôle? Moi, quand j'ai pas de rôle direct à jouer, je m'en trouve un. Et dans le cas du train de Charlevoix... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ça a été dès le début où j'ai voulu rencontrer... D'abord, il y avait des petites tensions entre la côte de Beaupré et Charlevoix. De l'acceptabilité sociale. De l'acceptabilité. Ouais. Alors, j'ai rencontré tout le monde individuellement, tous les maires, les préfets, le train. Ensuite, j'ai attaché ça ensemble, ce qui fait qu'on a trouvé des solutions qui ont fait vraiment... À ce moment-ci, on n'est pas en mode... Là, on n'est pas dans ça. On n'a pas annoncé de solution Mais ce que je présentement. veux dire, c'est que le rôle du fédéral dans ça n'est pas très important. On ne peut pas se mêler directement des interventions sur le terrain. Et moi, je ne peux pas dire à la MRC ou au train de Charlevoix ou même au CN. Ce sont tous des instances relativement privées. Vous placez votre rôle en concertation? De concertation, de consensus, d'écoute. Et on a quand même, le chef, et François Blanchet, mon chef, a rencontré quand même les organisateurs, les directeurs, Mme Nancy Vous qui êtes Bellé. hôtelière, est-ce que vous croyez à ça, que ça nous prend un train touristique dans la région? C'est un élément parmi tant d'autres qui sert au développement récréo-touristique et même qui pourrait avoir une valeur, je dirais, plus-value de la mobilité même à l'intérieur de la côte de Québec jusqu'à la Malbaie. Mais c'est aux instances qui sont directement interpellées qu'il faut qu'ils trouvent une avenue. Le fédéral pourra répondre oui si à un moment donné, il y a un enjeu avec le chemin de fer et le fédéral. C'est très limité. C'est comme sur le pont de Québec. C'est comme quand les conservateurs et les libéraux viennent s'échanger le tramway avec le 3e lien. C'est pas de leurs affaires. Ils se mêlent des choses qui ne sont pas de leur compétence. Alors moi, je ne viendrai pas me mêler des choses qui ne sont pas de ma compétence, même si ça me touche, puis que ça m'interpelle, puis que je suis inquiète pour tout ce monde-là. Regardons un peu votre boule de cristal. Que nous réserve 2025? D'abord, il y aura des élections. Il y aura des élections. Plus tôt ou tard, mais il y aura des élections. Vous serez candidat. Oh, oui, absolument. Vous l'avez confirmé. Absolument. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur votre boule de cristal? Comme un bon vin, moi, je me bonifie avec le temps. Qu'est-ce qu'il y a sur votre boule de cristal? Ma boule de cristal... Je pense que les Canadiens choisiront leur gouvernement. Les Québécois choisiront qui va les représenter, qui va représenter leurs intérêts au fédéral, tant et aussi longtemps que les Québécois ne choisiront pas de devenir autonomes
et souverains à l'intérieur de leur gestion et leur destin. C'est donc à suivre. Merci On verra beaucoup. bien. En attendant, on les accompagne là-dedans. Merci beaucoup, Caroline Desbiens. À bientôt, joyeuses fêtes. Merci.